Bonsoir à tous, 90 minutes au Bénin, c'est parti avec Gabin Goubilly. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Ayman. Bon retour à vous. Merci. Et Josaphat Dabolino, bonsoir Josaphat. Bonsoir Ayman, bonsoir Gabin. Donc avec ces deux confrères, nous ferons les 30 premières minutes, un duel essentiellement consacré à l'actualité politique, réglementé par la HAC pour sa décision qui régente la période de pré-campagne. Le processus électoral suit son cours, étant inexorablement vers le 11 avril, date retenue pour le premier tour de la présidentielle au Bénin. Hier, les trois duos provisoirement retenus par la Sénat et qui restent à confirmer par la Cour constitutionnelle ont passé leur visite médicale. Arrêt sur propos dans ce duel pendant que des acteurs politiques se tirent entre les pattes. Passe d'armes autour du parrainage entre mouvance et opposition, ce que le matinal qualifie de déballage. On en parle dans le duel et avec l'invité du Grand Oral, Maître Rufino d'Almeida. Il est maire de Boïcon, mais est reçu qualité membre du parti BR, le Bloc républicain, aussi concerné par la polémique sur le parrainage, mais également les mesures disciplinaires prises à l'endroit de certains leaders de ce parti. Qu'est-ce qui peut bien justifier ou expliquer cela? En attendant de retrouver l'invité du Grand Oral, nous passons d'abord les 30 premières minutes et à commencer par la une des journaux. On démarre par le quotidien matinal, polémique au sujet des parrainages, déballage. Gbadamassi attaque, notre pays n'est pas à vendre. Les démocrates rétorquent un déballage de contre-vérité et d'allégations mensongères. Et puis le parrainage, un acquis à parfaire, selon Agapit Maforican et Julio Tometti. Les décisions de la Cour constitutionnelle qui déboutent les candidats recalés. Fraternité, non parrainage de la candidature les démocrates, les révélations de Gbadamassi pour présidentielle du 11 avril 2021. Les candidats présélectionnés passent la visite médicale au potentiel Rachidi Gbadamassi au sujet de la candidature de Rekia Madougou. Ça pose un problème de souveraineté, d'éthique et de morale. Le challenge polémique autour du parrainage pour la présidentielle, Gbadamassi met à nu le plan diabolique de l'opposition des puissances étrangères en manœuvre contre le Bénin. Présidentielle du 11 avril 2021, le duo Talon-Talata a effectué sa visite médicale avec assurance et sérénité. Libération, déroulement du calendrier électoral, les candidats étaient en visite médicale hier. Et puis, des pro-talons en prison dans une affaire concernant le port. La preuve que la lutte contre la corruption n'est pas sélective. La Croix du Bénin pour finir. La Croix, 20 ans de la paroisse Marie-Auxiliatrice de Ménotin, une communauté en pleine édification. Et donc voilà, donc il me à la ligne des journaux. C'est parti pour le duel. Comme je l'annonçais tantôt et les journaux ont relayé l'information, les trois duos ont passé leur visite médicale, Josaphat. Oui, c'est une étape très importante dans le processus électoral. C'est une étape qui va permettre, bien sûr, au corps médical de voir si les présidentiables sur là qui doivent siéger sur le fauteuil présidentiel n'ont pas de maladie quelconque qu'on pourrait toutefois détecter. Et si c'est le cas, on va détecter pour peut-être réinvalider ou voir dans quelle mesure on peut les soigner. Donc c'est déjà une étape très importante puisque vous l'avez déjà dit, le processus électoral suit déjà son cours et ça fait partie également du calendrier électoral que la Commission électorale nationale autonome a établi pour que petitement et sereinement on aille au 11 avril, le jour du scrutin présidentiel au Bénin. Oui, Gabin, que pensez-vous du processus, la visite médicale qui se passe et pendant ce temps, à la Cour constitutionnelle, on vide les recours? Oui, c'est la preuve que chaque institution impliquée dans l'organisation de l'élection joue sa partition. Donc, comme l'a dit Josaphat, c'est une exigence. La visite médicale a une exigence du code électoral. Donc, c'est l'une des étapes du processus. C'était tout à fait normal pour quelqu'un qui ambitionne de présider aux destinées d'une nation qu'on vérifie un peu sa santé, qu'elle soit indemne de toute affection qui pourrait handicaper son élan dans la gestion du pays. Donc, c'est dans la bonne marche des choses. Et je pense
que le calendrier électoral est en train là de suivre son cours et on aboutira donc dans les jours à venir, dans les jours, semaines à venir, aux autres étapes du processus qui suit son cours. Et on doit se féliciter de ce que chaque institution impliquée dans l'organisation de l'élection est en train de jouer là sa partition. Vous voyez, cette étape-là a été organisée par la Cour constitutionnelle après que le Sénat ait reçu les dossiers de chaque candidature. Donc, on va espérer que tout ceci se déroule et aboutisse le 11 avril prochain à l'organisation sans heurts et sans bouleversement des élections présidentielles, les 7e de l'aide du renouveau démocratique au Bénin. Voilà, on voit les trois duos qui défilent à l'écran. À ce propos, je vais bien, sauf ce qui serait découvert et qui compromettrait mes ambitions à servir davantage. Ce sont là les propos de Patrice Talon et il poursuit. Vous savez que j'aime la compétition, mais tout démarre par la grâce du ciel, la santé, c'est ce qu'il dit. Et quand on suit le second duo, le duo le duo Kokwe et Agossa, ici, nous avons subi un prélèvement et une prise de la tension. Nous poursuivons le reste des examens dans les autres centres. On voit bien qu'ils sont tous conscients de ce qu'ils doivent faire là. Non, Herman, diriger d'abord une émission comme 90 minutes au Bénin n'est pas chose aisée. Et diriger une nation comme le Bénin, c'est quand même une très grande responsabilité, un grand poids qui pèse sur la personne qui doit diriger. Donc, il est de bon temps, comme je le disais à l'entame, qu'il y ait cette visite médicale pour vérifier s'il n'y a pas des gènes qui pourront certainement ou qui pourront par moment déranger l'exercice de la fonction présidentielle. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un poids très lourd. Et ce poids est d'autant plus lourd que même après, bien sûr, cette visite médicale des présidentiables, si la personne est élue par le peuple et est déjà dans le fauteuil présidentiel, il y a des visites médicales également pour vérifier un check-up, pour vérifier si éventuellement il n'y a pas d'autres maladies qui se cacheraient. Donc, c'est une étape très crucial qu'il fallait passer. Mais comme on l'a toujours constaté, c'est souvent, il y a des gens qui disent souvent que c'est une étape qui, même qu'elle soit cruciale, est toujours comme un remplissage de formalités. Parce que tout le monde passe toujours les bras en haut, tout le monde passe toujours, alors qu'en fait, après bien sûr ce passage, on découvre des maladies comme des maladies qui pourront entraver ou qui pourraient même entraver l'exercice de la fonction. Donc c'est une étape que d'aucuns ne voient peut-être pas l'utilité compte tenu de ce que tout le monde passe, parce qu'il serait quand même dommage, en tout cas à l'étape actuelle, qu'on découvre une maladie. Mais l'idéal aurait été qu'on communique, ce qui n'est pas le cas, mais je ne sais pas si même en tant que vous, journalistes également, vous avez les résultats. On me dira certainement que c'est un secret médical. Le secret médical qui oblige les médecins à ne pas dire à tout le monde. Oui, mais sous d'autres cieux, nous avons au moins connaissance que la presse révèle au moins quelques visites, révèle au moins quelque chose par rapport à la santé de celui qui doit diriger quand même le pays. Donc, c'est une étape très importante. Après cette étape, il y a d'autres étapes, comme vous l'avez cité tout à l'heure. Il faut la santé. Et cette santé, nous l'avons besoin. Nous avons besoin de cette santé chaque jour, chaque seconde. Et l'étape est si importante que moi, en tant que citoyen, en tant que contribuable béninois, j'aurais aimé, peut-être pas avec ma casquette de journaliste, mais en tant que contribuable béninois, qu'on me dise, oui, les duos qui se sont présentés au niveau du service médical, il y a telle chose, par exemple. Qu'on vous révèle ce qui se passe. Même si au-delà de tout, on va préserver le secret médical. Le secret médical. Qu'il y ait au moins une information pour dire, les gens ont pris par ici. Parce que si les candidats n'ont pas pu dire, on a fait prélèvement de sang, on a fait ceci, on ne saurait pas. On ne saurait rien. Quand on écoute par exemple le candidat, le duo Djemba, son duo dit ceci, tout se passe bien, nous nous sentons en bonne santé. Eux, ils se sentent déjà en bonne santé, le duo Djemba et puis Roubaix. Oui, quand vous allez aux élections, je pense que déjà la personne qui ambitionne de présider aux destinées d'une nation doit pouvoir se dire intacte, indemne de toute affection, de toute maladie, même cachée en elle. Donc je me dis, ce n'est pas forcément une formalité, comme a semblé dire le confrère. C'est vrai que souvent, on n'a pas eu ce compte rendu, ce retour-là de ces médecins ou ce rapport de la Cour constitutionnelle sur l'état de santé et des candidats,
Mais ça peut arriver. Vous savez, c'est les gens qui sont, les médecins, les 3 médecins qui sont choisis pour diligenter, pour faire cette formalité-là, ce n'est pas des gens qui sont choisis au hasard, c'est des gens qui ont une certaine expertise, qui ont une certaine expérience, et je pense qu'ils prêtent serment. Donc, c'est des médecins assermentés, c'est des gens qui prêtent serment devant les sages de l'institution de la Cour constitutionnelle et qui voient leur responsabilité engagée si éventuellement une contre-expertise ou une contre-visite médicale révélait que des candidats cachaient des maladies en eux qui pourraient handicaper, n'est-ce pas, leur gestion ou bien qui pourrait handicaper leur élan dans la gestion du pays. Je voudrais même qu'on étende, pourquoi pas, cette exigence-là aux autres corps d'élus, à savoir les députés, pourquoi pas, eux-mêmes qu'ils soient astreints à cette formalité-là. Parce que quand même, quelqu'un qui veut diriger une nation, il ne faudrait pas que cette personne-là soit peut-être un vecteur ou bien quelqu'un qui transporte des maladies. Qui pourrait quand même. Tout à fait. Moi, j'aurais fait ce plaidoyer-là et que cette exigence soit étendue aux députés également. Oui, est-ce que cela veut dire de fait la fin de parcours pour les recalés? Parce que les 3 duos ont fait leur visite médicale. Pendant ce temps, les autres recalés par la Sénat, le débat se poursuit là-bas. Non. Et ça, c'est comme deux ambiances, hein, parce que là, il s'agit des gens officiellement retenus par la Sénat parce qu'ils ont rempli certaines exigences de la loi. Donc, la commission en charge de l'organisation des élections a décidé, oui, vous pouvez participer à la compétition électorale qui vient. Donc, du coup, vous poursuivez le processus normal. Mais pour des gens qui n'ont pas eu leur dossier validé par cette commission, ils doivent attendre d'abord la décision de la Cour constitutionnelle, comme vous l'avez dit, qui statue déjà sur leur cas. Et on voit déjà à venir que, parce qu'il y a des dossiers, des requêtes qui ont été irrecevables. Donc, du coup, je dirais fin de parcours, en tout cas, en vertu des lois en vigueur dans la République du Bénin. Donc, s'il y a d'autres recours, on attend toujours la Cour constitutionnelle qui est le seul organe, qui est la seule juridiction habilitée quand même à départager les Béninois, à situer les uns les autres et à dire véritablement le droit constitutionnel dans ce sens. Mais si nous avons toujours les lois, comme le code électoral qui est toujours en vigueur, qui exige qu'il y ait parrainage d'au moins 10% des élus de la nation, et que nous avons la Constitution également qui fait cas de parrainage pour une compétition électorale présidentielle, et que les candidats qui se sont présentés au niveau de leur Sénat n'ont pas pu remplir ces exigences légales. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de suite, en tout cas. La question, c'est est-ce qu'il y a possibilité de repêchage pour ceux qui ont été recalés par la Sénat? Oui, il y a possibilité. Étant donné que les 3 ont fait leur visite médicale, est-ce que... en fait, c'est ça l'interrogation. Non, mais Herman, il y a toujours possibilité. Et vouloir, c'est pouvoir. Il y a cet adage qui le dit. Et aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai parlé de la Cour constitutionnelle qui est quand même habilitée à statuer, à situer les uns et les autres. Maintenant, si la Cour juge en vertu des recours qui ont été formulés, qui ont été déposés au niveau du secrétariat de cette Cour, qui a possibilité de faire quelque chose en vertu de la loi, et si c'est conforme bien sûr à la Constitution, la Cour va faire. Mais au-delà de tout ça, parce que jusqu'à présent, il y a des acteurs qui exigent toujours une assise nationale, il y a des acteurs qui exigent toujours le consensus autour de certaines... Tout à fait. Surtout par rapport à la question du parrainage, si vous voulez, on va en parler tout à l'heure. On va demander à Gabin de... Je voudrais finir pour dire que la Cour constitutionnelle peut déjà prendre des mesures, parce que nous avons vu comment la Cour constitutionnelle nous a sorti de certaines situations politiques dans ce pays. On a vu également comment la Cour, même tout près ici en 2019, a pu parler de ce certificat de conformité et tout le reste. On a vu comment on a pu finir avec les querelles politiques pour permettre à tout le monde de compétir. Oui, Joseph Gabin, allez-y. Moi, je pense qu'il ne faut pas rêver, il ne faut pas donner aux candidats un espoir qui peut-être ne pourra jamais venir. La Cour a vidé le mercredi passé, je crois, près d'une vingtaine de recours concernant le parrainage, concernant le processus électoral. Je ne veux pas espérer ici que quelque chose soit encore possible pour ces candidats qui sont recalés là, enfin pour ce qui concerne le parrainage. Vous savez, si la Cour venait aujourd'hui à remettre en cause cette décision qu'elle a rendue le mercredi 17 février dernier, ce serait comme un revirement, ce serait comme une contradiction vis-à-vis de sa logique et vis-à-vis du code électoral. Les candidats n'ont pas pu produire des parrainages qui sont une exigence de la loi, qui doivent faire partie de leurs dossiers qui sont déposés. Donc,
si la Sénat, après étude des dossiers, a constaté que cette exigence-là n'est pas remplie, elle constate tout simplement l'invalidité de ce dossier-là, et c'est ce que les candidats ont dû subir comme raison de rejet de leur dossier. Donc, aujourd'hui, je ne pense pas que quelque chose soit encore possible sur ce plan-là. C'est vrai que en 2019, même si on doit faire la liaison, ce n'est pas forcément le même contexte. Tout ceci est intervenu, je crois, à quelques mois des élections. Je pense que c'est en février que la Cour a donné cette possibilité-là, est venue demander du certificat de conformité. C'est bien avant l'étape cruciale du dépôt des dossiers par les candidats. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus à cette étape. Si les dossiers sont validés, s'il faille revenir en arrière, je pense que la Cour se serait fortement compromise et ça va alimenter d'autres polémiques inutiles au sein de la République. Oui, Joseph. Oui, alimenter d'autres polémiques inutiles, je ne dirais pas inutiles. Polémiques, oui, mais peut-être pas inutiles. Pas inutiles parce que déjà, on parle du consensus national. Il y a des acteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, des acteurs qui demandent toujours qu'il y ait une assise. Supposons qu'en fait, que je suis dans ce schéma où le chef de l'État, le premier béninois, qui est toujours en exercice, dit « Oui, j'entends votre cri de détresse ou de cœur, j'appelle les forces vives de la nation, on va à une assise vite fait, c'est-à-dire on s'entend sur l'essentiel, faites des propositions et en une semaine, encore qu'aujourd'hui nous sommes dans la semaine de la conférence des forces vives de la nation et qu'ensemble, la classe où les forces vives de la nation décident de ce que nous retouchons certaines parties de la loi, nous trouvons de consensus à des niveaux donnés et que pour permettre à tout le citoyen béninois, à tout cas ceux-là qui désirent et qui remplissent les conditions basiques de se présenter, et là nous ouvrons le jeu. C'est encore possible. À ce cas-là, s'il y a le consensus, la Cour ne pourra que se plier à la décision de ce grand peuple. Je dis, c'est ensemble. Moi, je dis que c'est possible parce que les acteurs continuent toujours d'exiger une assise nationale avant, bien sûr, les élections. Et quand il y a une assise nationale et que les gens se retrouvent pour se parler, pour se regarder en tant que Béninois et se dire ce qui fâche pour trouver des solutions, ce qui veut dire qu'ensemble, ils trouveront une solution et ensemble, on pourrait finir peut-être avec ça. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit la classe politique, que ce soit la société en général, elle est divisée. Et ça, tout le monde s'accorde sur le fait qu'on ne se comprend pas. On se parle, mais on ne se comprend pas. Mais pourquoi on ne se comprend pas? Parce que cette communication n'est pas instaurée. Parce que l'écoute de l'autre n'est pas instaurée. Donc, du coup, celui qui parle, je parle, Gabin parle, vous parlez également. Donc, du coup, on ne peut pas s'entendre, tout le monde parle en même temps. Mais si aujourd'hui, celui qui doit siffler la fin, qui est le président de la République, décide, OK, moi, j'entends tous vos cris, je me lève, je convoque telle assise pour qu'on s'assoit et on parle. Donc pour vous, convoquer une assise, c'est encore possible? C'est encore possible. Oui, en tout cas, les acteurs le disent. Oui, allez-y. Non, vous savez, il ne faut pas forcément qu'on fasse des amalgames par rapport au processus électoral. Il s'agit d'une élection présidentielle et le chef de l'État est également candidat. C'est comme s'il est joueur. Donc il doit se mettre un peu en retrait des choses. Je ne le vois pas provoquer un dialogue à l'étape actuelle des choses. C'est vrai que ce mais il le fait en tant que président, pas en tant que candidat. Parce qu'il décide de stopper, le Conseil décide de stopper le processus électoral. Bon, ça peut se faire. C'est peut-être trop beau. C'est pas impossible. C'est peut-être trop beau pour être réalisé, mais je ne pense pas qu'à cette étape du processus, quelque chose soit encore possible. Le dialogue, on l'a réclamé pendant longtemps. Et puis, il y a quand même eu des ouvertures. Des gens se sont en train aujourd'hui peut-être de se surprendre, d'être rejetés dans le processus électoral. Mais quand même, on leur a donné, à un moment donné, des opportunités quand même pour s'entendre. C'est vrai qu'on fait aujourd'hui le plaidoyer, on parle toujours de l'opposition, dit qu'il faut que les élections soient ouvertes et autres là. Mais l'opposition elle-même a eu le temps de ne pas s'organiser, a eu le temps de montrer son manque de sérieux, son manque d'organisation. Et puis, ces divergences ont été étalées au grand jour. Aujourd'hui, je pense qu'elle fait les frais de tout ce qu'elle a eu à faire, à vivre en son sein comme division. Et bon, il ne appartient pas au chef de l'État d'organiser l'opposition. L'opposition a ce défi-là de participer aux élections. Si elle n'a pas fait, elle n'a qu'à faire les frais. Et vous nous permettez d'embrayer sur le second sujet déjà rapidement, cette passe d'armes entre l'opposition et la mouvance au sujet du parrainage. Je crois que c'est ça que faisait allusion, Josaphat. Ça ne va pas manquer, parce qu'on parle des acteurs politiques, on parle de ce que des gens nourrissent l'ambition d'aller également siéger
au palais de la Marina. C'est quand même un rêve de tout Béninois d'ailleurs. On est plus de 11 millions. 11 millions espéraient quand même monter sur le fauteuil présidentiel, alors que ce n'est pas possible. Il n'y a qu'une seule personne. Il faut avoir 40 ans d'abord, 40 ans et 70 ans au plus. Si vous remplissez même toutes les conditions, il faut un seul Béninois pour occuper. C'est comme l'a dit le président ivoirien, ce n'est qu'un seul fauteuil. C'est pas un banc. C'est pas un banc, on ne va pas s'allier là-dessus. Non, pour parler sérieux, c'est qu'il faut forcément qu'il y ait de ces échanges. Je crois que ça participe à l'animation de la vie sociopolitique du pays. Si vous déposez un dossier, si vous voulez compétir et vous êtes recalé, je crois que c'est légitime que vous manifestiez votre colère. Quand vous voulez compétir et qu'on vous dit en vertu de ceci ou de cela, vous ne pouvez pas parce que vous ne remplissez pas les conditions ci-après, et que vous voyez que de l'autre camp, vous pouvez déjà le faire parce que vous avez mis les démarches et que ça n'a pas pu aboutir. Donc, c'est normal que des gens soient frustrés. Et quand quelqu'un est frustré et sort et dit ce qu'il doit dire pour extérioriser sa colère, et que celui qui est indexé se sent également indexé réellement, lui-même il vient pour répondre, pour répliquer. Donc c'est, à juste si je dis, ça appartient à l'animation de la vie. Est-ce que pendant ce temps, on n'est pas en train de disperser les énergies quand on doit, au lieu de s'occuper de choses sérieuses, c'est vous qui voyez ça de cette façon. Ça distrait un peu l'attention, non? Non, mais c'est vous qui voyez ça de cette façon parce que est-ce que ça distrait? Oui. Est-ce que ça permet d'avancer? C'est la grande question. Véritablement, le débat actuel, le débat sociopolitique, en tout cas les échanges verbaux que nous avons avec les acteurs politiques, et ça permet véritablement de faire avancer le débat. Ça, c'est la grande question. Et à mon humble avis, on aurait peut-être mieux fait ou on n'assisterait pas à ce débat aujourd'hui si la compétition était véritablement ouverte et que si des gens qui désirent, par exemple, parrainer quelqu'un, qui désirent véritablement donner un parrainage à X ou à Y, avaient les mains véritablement libres et l'ont fait à leur âme et conscience contre risques et périls et tout le reste. Mais c'est parce qu'à un moment donné, on a senti que, oui, j'ai la volonté de faire ceci, mais je n'ai pas pu le faire parce que j'ai été retenu, parce que je suis dans un groupe et le groupe décide et qu'il faut, bien sûr, la discipline de groupe. Donc, je me conforme à la discipline de groupe. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Si on avait peut-être laissé et que des gens, on a dit 10%, et que des gens, on les a laissés véritablement la main, et au finish, des gens qui se sont battus, qui veulent aller à cette compétition électorale, ont véritablement fait le combat qu'il faut. Et au finish, ils ont 15 ou ils ont moins de 16 et ils sont recalés. Au moins, ils seront, oui, j'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant, ce n'est plus de ma faute, ce n'est plus la faute de mon vis-à-vis. Mais quand on sent qu'à un moment donné, il y a confiscation, comme ils emploient le mot d'ailleurs, qu'il y a confiscation, qu'il y a que des gens ont la volonté de faire et n'ont pas pu le faire parce que. Donc, ça frise. Maintenant, le débat, ça peut évoluer dans le sens où, au finish, l'homme qui est là, le président de la République, pas avec la casquette du candidat désormais, mais avec la casquette du président. Avec la casquette du président de la République décide, OK, mes chers compatriotes, je vous ai entendu. Ramenons la balle à terre. Et trouvons la solution ensemble. Donc, ça peut se faire. Mais si ce n'est pas le cas, le débat, ça ne avancera à rien dans la République. Bon, vous parlez de la polémique afférente au parrainage. Moi, je trouve que c'est une polémique actuellement qui est totalement inutile. C'est une polémique totalement inutile. Les gens sont en train de disperser leurs énergies pour rien du tout. Et vous allez à un concours, on vous demande de produire peut-être votre casier judiciaire. Vous ne produisez pas ça au dossier. C'est comme si votre dossier ne sera pas accepté. Vous ne pouvez pas participer au concours. Donc, s'il y a une pièce qui manque, ceux qui disent aujourd'hui qu'ils ont fait les formalités pour obtenir le parrainage, rien ne prouve qu'ils ont diligenté les formalités pour obtenir les 16 parrainages requis. Même si vous obtenez le parrainage jusqu'à 15, c'est clair que votre dossier sera aussi rejeté. Donc, je pense qu'aujourd'hui, alimenter la polémique autour du parrainage, ça n'a pratiquement pas ton sens. Surtout après les oppositions, les propos tenus par les gens de l'opposition qui entrent pratiquement au niveau des démocrates, où le président Éric Mouneté a dit que même si le parrainage leur était offert, qu'il n'allait jamais prendre, c'est
croire qu'en tant que président, lui n'était pas dans la posture que son parti politique ou bien les candidats investis par sa formation politique aillent même négocier les parrainages. Ce qui n'est visiblement pas le cas de Rekia Amadougou, qui est la candidate de cette formation politique-là. De cette formation politique qui a entrepris des démarches à l'endroit des potentiels parrains pour obtenir leur parrainage et peut-être cela n'a pas abouti. Donc il y a déjà une amalgame à ce niveau. Donc si on quitte ce volet-là, c'est vrai que hier on a vu des passes d'armes entre l'honorable Abchirik Badamassi également et le leader le colistier de Rekia Amadougou, Patrick Ivoire, qui lui a répondu aussitôt. Et c'est l'occasion de demander au chef de l'État de faire beaucoup attention, de voir un peu les soutiens dans lesquels, parce que j'ai senti beaucoup de quotidiens l'ont relayé, certains ont parlé de déballage, certains ont parlé de révélation de Badamassi. Moi, je voudrais inviter le chef de l'État, je sais qu'il en a pleinement conscience, de voir un peu, de voir un peu la qualité des hommes qui sont en train de le soutenir. Parce que j'ai senti que l'honorable Abchirik Badamassi s'est inscrit dans une démarche que je trouve totalement bancale. Est-ce que ça urge aujourd'hui qu'il vienne faire ce déballage? Qu'est-ce qui sous-tend? Quels sont les mobiles? Qu'est-ce qui se cache derrière cette conférence de presse qu'il a organisée? Pourquoi se précipite-t-il si tant à vouloir dire des choses, révéler des choses à l'opinion publique, alors qu'il a entrepris unilatéralement, c'est comme ça, moi je comprends ces choses, cette déclaration, même s'il estime qu'il a été approché. Moi je vais compter, n'est-ce pas, sur la bonne volonté de la candidate des démocrates pour enclencher cette procédure judiciaire-là, pour que les écheveaux soient réellement démêlés, pour qu'on sache qui dit la vérité dans cette affaire. Parce que le chef de l'État, visiblement, est entouré de personnes dont la ruse politique est connue. On connaît un peu la qualité des hommes qui parlent aujourd'hui. Pourquoi c'est après les déclarations de Soui que Rachid Badamassi est monté au créneau, alors que la candidate des démocrates avait dit qu'elle avait entrepris des méchants, qu'elle détient des preuves concernant un certain nombre de personnalités. Et tout ce que Badamassi a dit dans la matinée a presque été battu en brèche par le colistier de Divo. Donc, visiblement, j'invite le chef de l'État à faire beaucoup attention par rapport à ces politiciens qu'on connaît par rapport à ces Oui, Josaphat. Non, mais Gabin dit qu'il s'agit d'une polémique inutile. Mais je vois qu'il est bien passionné quand il entre dans le débat et il en parle. Non, mais je vais vous donner un exemple, Gabin. Parce que vous avez parlé des gens qui n'ont pas pu véritablement mener les démarches nécessaires pour se conformer, pour avoir le document nécessaire. Je prends juste un exemple. Vous, Gabin, vous êtes dans une classe. Vous voulez être responsable de la classe. Oui. Et on exige, par exemple, le bulletin de notes. Il y a dans la classe le fils du directeur qui veut aussi être responsable de classe. Et pour avoir le bulletin de notes, c'est le directeur de l'établissement qui doit vous signer. Vous y allez, le fils obtient son bulletin de notes, mais vous attendez parce que le directeur n'a pas pu signer votre bulletin de notes à temps, donc jusqu'à ce que le délai imparti pour déposer passe. Quel sera votre état d'âme? Parce que c'est pour ça qu'il dit que c'est légitime aujourd'hui ce qui se passe. Si on avait véritablement laissé la main libre à des gens, de dire, OK, parrainez qui vous voulez, et ils ont parrainé, et que moi, Josaphat, je mets les démarches, et qu'au final, je me retrouve à 15 députés, à 15 parrainages, je sais qu'au moins, j'ai fait le combat qu'il faut, je n'ai pas pu avoir le résultat nécessaire. Mais si on me dit que c'est parce que le directeur de mon établissement doit signer, par exemple, le bulletin, et que parce que son fils est en compétition, qu'il a retardé la signature de mon bulletin jusqu'à ce que le délai passe, là, même si je dois échouer à l'élection de responsable de classe, je vais m'attaquer au directeur. Justement, nous sommes dans un secteur où il faut s'y prendre un peu tôt aussi. Est-ce qu'on n'a pas passé le temps à s'occuper d'autres choses? Parce que n'oubliez quand même pas que c'est au dernier jour du dépôt des dossiers qu'on a connu les différents candidats. Vous n'avez pas la Parce que des notes ont circulé sur la toile. Vous faites bien de relever ce volet. Vous n'avez pas la certitude de ce que les démarches n'ont pas été menées à temps. Parce qu'aujourd'hui, il y a même ceux-là qui parlent n'ont pas pu dire c'est à tel moment ils se sont approchés de moi. Donc on n'a pas le délai, la période à laquelle les gens se sont approchés de moi. Tout compte fait, la seule personnalité au sein du parti Les Démocrates qui visiblement était actif sur le chantier du parrainage, c'était Irénée Josias Agossa, même si aujourd'hui il n'est pas en odeur de il est suspendu, sa formation politique. Maintenant, avec les tergiversations qu'on a eues au sein des démocrates, moi, personnellement, je me disais que ces gens-là ne sont pas dans la logique même d'aller à l'élection. Parce qu'il n'y avait pas une entente en leur sein par rapport à un certain nombre de revendications
qu'ils ont mis sur la table. Vous voyez ces exigences-là relativement à l'application des décisions de la CH, de DHP, la remise en cause du COS-LEPI, le toilettage de la loi électorale, la suppression du parrainage, enfin un certain nombre d'exigences qu'il était matériellement impossible au gouvernement à quelques encablures de l'élection présidentielle de satisfaire. Donc pour moi, c'est des exigences pour bloquer un peu le processus électoral qui n'était pas dans cette logique-là. Et subitement, voilà, comme le processus de retrait des formulaires nominatifs de parrainage était en cours, on les a vus se précipiter, même des difficultés qu'ils ont eues à s'entendre pour désigner un candidat, encore qu'il n'y a pas eu de primaire formelle en leur sein. Ça prouve que c'est des gens qui n'étaient pas forcément dans la logique d'aller aux élections. Et moi, personnellement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit Rekia Amadou qui investisse la candidature de cette formation politique-là. Moins que, bon, des gens détiennent d'autres informations. Toujours est-il que la passe d'armes, ça continue. Oui. Et donc, cette passe d'armes qui moi, n'a pas sa raison d'être. On peut trouver peut-être d'autres formules pour aboutir au dialogue et à un éventuel dialogue. Mais je pense que si on prend ce pas-là, encore qu'on apprend que les avocats de Rekia Amadou sont en train de faire une conférence de presse, tout ça, moi, je ne pense pas que on attend d'avoir la substance de cette conférence de presse pour savoir si ça va changer grand-chose dans le débat. La passe d'armes, ça continue. On attend de voir. On se retrouve la semaine prochaine, chers collègues. Merci d'être passé. Merci à vous. Ensuite, le journal.